abus, soyez-en sûrs, dans ces murs étranges, mieux promenés, mieux guidés, pilotés, amusés, dirigés, émergés, mieux divertis, réjouis, éblouis, et pour cela vous paierez, et pour cela vous paierez, monsieur, monsieur, ce que vous voudrez, on vous paiera ce qu'il faudra. Pas de pardon, pas de cela, une leçon là, cette misère, nous nous entendrons, je l'espère. Un pareil mot doit me suffire. Dites-moi maintenant, dites-moi où je dois vous conduire, où je dois vous conduire. Moi je voudrais voir les théâtres à ce jour l'on s'en bec, ce jour déjà actrice volante, offre pour regarder la tête. Soit monsieur, nous irons là, et vous verrez tout cela. Et quand vraiment nous irons là, oui, vous verrez tout cela. Je vois dans la capitale, voir les divins qui font fureur, porter baladis dans nos pasquales, et la calasse dans le sapin. Madame, oui, nous irons là, et vous verrez tout cela. Et quoi vraiment nous irons là? Oui, vous verrez
Bonjour à tous! En ce dernier jeudi avant la semaine de relâche, à une époque, ça voulait dire quelque chose, une semaine de relâche, mais bon, étant donné qu'on est tous pognés chez nous de toute façon, j'ai l'impression que ça risque de pas changer grand-chose. Mais bon, au moins, on n'a pas besoin d'assister à des cours. Il y a déjà ça. On est combien aujourd'hui? Oh my! Oh my! Oh my! Je suis très solitaire aujourd'hui, tout à coup. Je me sens bien seul. Quel dommage. Oh well. Les enregistrements sont toujours en ligne, fait que c'est pas comme si y a du monde qui perdait vraiment quelque chose. Aujourd'hui, on commence le chapitre 7. Donc, vous avez le chapitre 7, oui. Vous avez déjà tous vu les vidéos ou lu les notes de cours, même si vous n'avez pas eu de quiz là-dessus. Ah ouais, il vous reste des choses à faire. Ouais, j'y venais, mais c'est ça. Fait qu'on va faire le chapitre 7. Moi aussi, apparemment, j'ai eu une semaine chargée. Fait que vous m'excuserez, les exercices sont là, sont faits. Il y a probablement des typos dans l'énoncé. On va vérifier ça ensemble, anyway, à force de le faire. Et j'ai pas eu le temps d'écrire des tests. Je m'excuse, j'ai fait tous les exercices ce matin, puis j'ai pas eu le temps de mettre des tests avec. Par contre, je vous promets que je vais les mettre par la suite parce que je sais que vous avez besoin d'étudier. Fait que je vais essayer demain ou en fin de semaine de updater le gabarit, donc updater vos repos avec des tests pour les numéros qu'on va faire aujourd'hui. Sinon, au sujet de l'examen, vous avez vu le message de Benjamin, fait que vous savez comment ça va se passer. Il n'y a pas grand-chose que je peux vous dire de plus, autre que si vous avez des cas particuliers, comme quelqu'un qui m'a écrit ce matin ou hier, qui ne pouvait pas être là, ou que ce ne serait pas raisonnable qu'il soit là ou il risquerait d'être en retard à cause qu'il y a un cours qui finit avant. Là, des cas comme ça, qui ne seraient pas nécessairement acceptés par le registrariat, mais bref, faites juste nous écrire. Peut-être préférablement à Benjamin, vu que c'est peut-être plus lui qui va essayer de tout coordonner ça ensemble, vu que c'est le coordonnateur du cours. Mais si vous me l'écrivez, je vais en parler au reste de l'équipe, c'est sûr. Fait que c'est comme pas besoin de poser cette question-là aujourd'hui pendant le cours. Là, faites juste écrire plus tard, puis on va tout prendre ça en compte. L'examen va être sur Moodle, on l'a dit. Pour ce qui est des exercices pour vous préparer, je vous garantis pas qu'on va être capable de vous en donner plein. De un, parce que l'examen, étant donné que vous le faites tous à des plages horaires différentes, ça va faire que nous autres, il faut qu'on écrive plusieurs examens. Vous n'allez pas tous faire le même examen. Vous allez avoir des questions en commun, mais en gros, comment ça va fonctionner, c'est que vous allez avoir des questions choisies au hasard à travers des banques de questions. Le point étant que chaque personne va avoir un examen différent, ou à peu près, chaque personne va avoir un examen différent. Fait que ça fait que nous autres, il faut qu'on écrive le même examen, mais comme 4-5 fois. Fait que vous pouvez comprendre que, étant donné qu'on n'a pas déjà une banque de questions préparée à cause des autres années, ça fait que ça va prendre beaucoup de notre temps à préparer l'examen. Je n'essaie pas de faire des excuses, là, mais c'est juste que, tu sais, à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée. Fait que je ne vous garantis pas qu'on va être capable de faire plein d'exercices en plus pour vous préparer. Ce que je peux faire, par contre, qui ne me prendrait pas beaucoup de temps, puis je vais essayer de le faire en fin de semaine, c'est les exercices qu'on a fait ensemble, donc ceux qui sont sur GitHub, là, qu'on fait durant le cours, je vais les prendre puis je vais les mettre dans des Moodle Quiz, donc dans des Code Runner, juste pour que vous puissiez un peu plus vous familiariser avec de quoi ça a l'air utiliser Code Runner. T'sais, autrement dit, écrire du code que vous vérifiez puis que vous testez durant l'examen avec du code qu'on a déjà fait en classe. Comme ça, je n'ai pas besoin d'écrire des nouveaux exercices, mais en même temps, vous, ça vous donne l'occasion de, comme vous pratiquer à faire l'examen, pas nécessairement à faire des nouveaux exercices. Je pense que ça pourrait être un compromis qui a de l'allure. Comme je vous dis, on se force là, de notre côté pour l'équipe pédagogique, mais on risque de manquer un peu de temps si on essaye de tout faire. Fait que c'est ça. C'est ce que je voulais dire à propos de l'examen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exercices à faire. Je suis presque certain qu'on ne sera pas capable de finir tout ça aujourd'hui. J'ai deux options. Parce que je vous dis, il y en a vraiment long à faire. Puis il y a des trucs qui sont difficiles. Là. Les deux dernières questions là, sur les générateurs,
Juste ça, ça pourrait faire un cours au complet si je vais vraiment en détail, mais avec les autres exercices, j'ai peut-être besoin de passer un peu plus vite dessus. Le point étant que je suis presque sûr qu'aujourd'hui, on ne finira pas les 6 exercices qu'ils ont là. Fait que je vous propose 2 options. Soit, si je vois qu'on approche du 5e exercice, je pense que les numéros 1 à 4, on est capable de les finir aujourd'hui. Ça ne devrait pas être trop un problème. C'est les exercices 5 et 6, je ne pense pas qu'on va être capable de s'y rendre. Si, rendu à commencer l'exercice 5, je vois qu'on est vraiment proche de la fin du cours puis que c'est clair qu'on n'a pas le temps de finir, je vous propose 2 affaires. Soit je continue, je dépasse l'heure du cours, donc le cours finit en théorie à 35, je vais continuer après la fin du cours. Puis ceux qui ont besoin de s'en aller pour une raison X ou juste parce qu'ils sont écœurés après 2 heures, ben l'enregistrement va être disponible sur Twitch et ensuite sur YouTube. Puis vous aurez juste besoin de skipper à la fin. C'est de skipper vers les comme dernières 20-30 minutes. Là. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Fait que soit on fait ça, ou bien si je vois qu'à la fin du cours, on n'a pas le temps de finir, j'arrête là. Donc, s'il restait 15 minutes au cours, puis je sais que je n'ai pas le temps de finir en 15 minutes, j'arrête là. Et les derniers 2 exercices, je vais enregistrer une vidéo à part que je vais uploader à mener, j'imagine, en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Donc, sondage là-dessus, qu'est-ce que vous préférez? OK. Ça a l'air que vous préféreriez que j'arrête le cours avant la fin et que j'enregistre une autre vidéo à part puis que je l'upload plus tard. Probablement, tu sais, je vous dis pas que je vais faire ça demain ou je vous dis pas que je fais ça cet après-midi. Ça risque d'être en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Je vais l'uploader sur YouTube parce que ça ne sert à rien de la streamer. Je vais l'uploader sur YouTube, puis je vais la mettre dans la playlist de INF 1007. Fait qu'il va y avoir comme, tu sais, chapitre 6.3, chapitre 7.1, chapitre 7.1 extra. Puis comme ça, quand on va revenir après la semaine de relâche, ben on aura des nouveaux exercices. Je vous dis ça parce que je veux pas continuer au prochain cours parce que le prochain cours est dans une semaine et demie, puis ça n'aurait pas de sens. Fait que, OK, c'est beau. Je vais faire une autre vidéo à part. Alright. Je vous dis pas que la vidéo va être super bien montée. Là. Ça reste d'être l'équivalent de ce que je fais en ce moment. Là. Il va y avoir moi dans le coin. Je vais utiliser la même affaire. Il n'y aura pas de chat, mais je vais pas monter ça avec ben des effets. Là. Je vais faire ça rapidement. Alright. Donc, exercice d'aujourd'hui. On va travailler sur les fonctions. Je ne vais pas faire des exemples de fonctions faciles. De faire juste des fonctions de base de A, vous avez un argument A, un argument B, retourner la somme des 2 arguments ou une fonction qui prend une liste, retourner la somme de la liste, une niaiserie de même. Là. Vous avez vu des exemples sur Internet, vous avez vu des exemples dans les notes de cours. Je pense que j'ai pas... Oh, will YouTube? C'est une bonne question. Il est où le YouTube? Si vous ne l'avez jamais regardé, vous n'avez peut-être pas remarqué il est où. Ici, je vais le mettre dans enregistrement des cours, donc groupe 2. Fait que là, si vous allez là-dessus, vous voyez si Moodle est capable de loader, bien sûr. Vous avez les enregistrements de tous les cours. Je sais qu'il en manque. Là. Je pense que je n'ai pas uploadé 6.2 et 6.3 encore. Là. Je vais bien sûr faire ça avant la semaine prochaine.
Puis c'est ça, quand je vais uploader 7.1, je vais aussi uploader 7.1 extra par la suite. Fait que ça va être dans la même playlist. Fait qu'ils vont se retrouver là, ça va être le dernier élément. Fait quoi, il est sur Moodle. Vous pouvez d'ailleurs à tout moment aller regarder les enregistrements des autres cours, là, si jamais vous voulez aller les voir. Là. Fait que c'est ça. Mais ouais, bonne question, où se trouve le YouTube. Alright. Donc, comme je disais, on ne passera pas par-dessus des exemples de fonctions faciles parce qu'à un moment donné, vous avez vu les notes de cours, vous savez comment ça marche. On va tout de suite commencer avec des fonctions récursives à des fonctions récursives un petit peu plus compliquées. Puis ensuite, de l'utilisation de lambda. Donc là, si je passe, ça c'est travail de récursif. Ça c'est récursif un petit peu plus tough. Ça c'est utilisation de fonction lambda. Ça c'est un générateur. Ça c'est un générateur de générateur. Donc ça commence à devenir compliqué. Puis ça c'est de l'utilisation de générateurs avec des lambdas. Ça devrait... Fait qu'on va commencer ça. Alright. Premier exercice. Écrivez une fonction qui calcule le nombre de Fibonacci pour un index donné. Les index partent à 0. La définition récursive de la suite de Fibonacci est. Donc, vous vous rappelez, ça me semble qu'on voit ça typiquement dans le cours, j'ai envie de dire calcul 1, les séries, ou algèbre? Non, calcul 1. Right? Confirmez-moi que c'est bien en calcul 1 que vous voyez les séries. Il me semble ça au début de calcul 1. Fait que, ouais, c'est ça. That's weird. Bref. Ouais, ou calcul 2. Bref. Fait que c'est ça. Fait qu'une suite qui est récursive, ouais, c'est ça. Je viens de voir un bot dans le chat. J'ai pas mes fonctions de modérateur suite. Dans OBS, j'ai pas vu comment je suis capable de... Je suis capable de... Excusez-moi, là, je suis en train d'interrompre le cours pour ça, là, mais... Ah, attends, je suis peut-être capable de... Si je le bannis, mais... Ah, ok, c'est beau. Je suis capable de le bannir à partir d'OBS. Right. Problème réglé. Par contre, je sais pas comment faire dans OBS pour juste... Non, je ne sais pas comment effacer un message directement. Je checkerai ça une autre fois. OK, donc une fonction récursive, c'est une fonction pour laquelle chacun des nombres dans la série, donc pas une fonction récursive, mais une série qui est définie de façon récursive, chacun des éléments dans la série est défini en fonction des précédents. Donc soit celui qui est juste avant, celui qui est 2 fois jusqu'avant, ou celui qui est un peu plus loin. Le point étant que chaque nombre dans la série dépend uniquement des nombres précédents. Lol, save verse finder. Ben, c'est bien, c'est bien. C'est quelque chose qui permet de détecter les virus de façon sécuritaire. Tu devrais clairement installer ça sur ton ordi. Hey, j'ai mon premier bot. Guys, j'ai mon premier spam bot dans le chat. Je veux dire, come on, là. C'est un milestone, non? J'aurais dû... Ah, ben, il est enregistré, là. Je pourrais voir ça plus tard. Anyway. Je me ferai une petite plaque avec ça dessus. OK. Hey, on peut-tu le partir, le cours, là? Right. Donc, mettons la suite de Fibonacci avec laquelle vous êtes probablement déjà familier, mais juste un petit rappel. C'est tout simplement le nombre i, c'est égal à la somme du nombre précédent puis de l'autre avant. Donc, la somme du dernier et de l'avant-dernier. Pour avoir le dernier et l'avant-dernier, quand on est rendu au premier, ben, il faut juste définir arbitrairement c'est quoi le premier élément et le deuxième élément pour être capable de créer le troisième. Fait qu'ici, j'ai oublié de l'écrire, là, mais si je voulais l'écrire correctement, je dirais FI est égal à cette définition-là pour N qui est plus grand ou égal à 2. Ici, pour I plus grand ou égal à 2, là, on parle des index à 0. OK.
Fait que si moi je veux prendre la suite de Fibonacci, je veux en faire une fonction, mais je veux en faire une fonction qui est récursive. Donc, étant donné que la définition est récursive, ça a du sens d'en faire une fonction récursive pour faire le calcul. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que quand j'appelle getFibonacci 0, ça me retourne l'élément 0, qui est donc le premier élément. Ça, je sais que ça doit être 0. Le 1, je sais que ça doit être 1. Puis ensuite, les autres, c'est selon la définition récursive. Mais, puis c'est ça que je vous donne en plus comme restriction, vous devez être capable de tout faire ça en une seule ligne. Ben, quand je dis une ligne, je ne parle pas d'une ligne visuelle, là, je parle d'une ligne de un statement, un seul return. Le return, vous pouvez le briser en plusieurs lignes, comme on a fait maintes et maintes fois dans les exercices précédents s'il commence à être trop long. Vous n'êtes pas obligé pour tout de suite de commencer à le faire avec un seul return, mais ça peut vous faire pratiquer un peu plus vos expressions conditionnelles. Donc, je vous laisse comme quelques minutes pour penser à ça. Puis en fait, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire les deux ensemble. Là. Parce que les deux premiers exercices, c'est la même affaire, mais un petit peu différent. Nombre de Fibonacci, donc la deuxième, c'est plutôt que de générer un nombre. Fait que ici, quand j'appelle getFibonacci_number i, ça me retourne le im élément. Tandis que ici, quand je retourne getFibonacci_sequence n, ça me retourne les n premiers éléments. Donc, ça me retourne une liste. Si on regarde ici, quand je fais le print, ça me retourne une liste de la séquence. Donc, getFibonacci_sequence 10, ça me retourne les 10 premiers éléments. Je vous laisse quelques minutes pour penser à ces deux affaires-là. Vous allez voir que le code est très similaire. Ou en tout cas, l'algorithme est le même parce que c'est la même suite. Puis ensuite, on va faire les deux un après l'autre après ça. Pas eu le temps de regarder la théorie. Well, apprends sur le tas. OK, fait que je vous laisse. Je crois qu'il y a une erreur. Non. C'est get Fibonacci à la ligne 45. Oh, ouais, il y a une erreur en fait. Attends, y a-tu une erreur? Non, ça va. Quand tu dis la ligne 45, là, il y a comme rien à la ligne 45. Oh, attends, je pense qu'il y a peut-être une erreur d'espacement ici. Ouais, c'est ça. Non, c'est la bonne affaire. Je te dis que ce qui est écrit là, c'est la bonne affaire. Fait que ici, Fibonacci Numbers, mais ça, c'est l'autre numéro là, par la suite. Fait que, en tout cas, occupez-vous juste des deux premiers. Là. Occupez-vous juste de ces deux affaires-là pour commencer. On va revenir aux autres après. Excusez-moi, je pense que j'ai rajouté un espace sans m'en rendre compte avant de l'uploader. Ah, Fibonacci Numbers. Ouais, on va le créer plus tard. Hein. C'est parce qu'il manque une fonction ici, mais c'est dans les exercices. Check ici, là. C'est exercice 4. On va y arriver. Fait que je vous laisse 5 minutes pour penser à ça. En passant, je ne sais pas si c'était clair, mais vous devez choisir par vous-même les paramètres. Là.
Alright. On va faire ça. OK. Donc, pour retourner le nombre de Fibonacci, donc un nombre en particulier, si on regarde, puis là, quand je vous dis de choisir les paramètres, c'est que vous regardez comment je m'en sers ici dans l'exemple. Puis là, on voit que tout ce que je fais, c'est passer l'index de l'élément duquel je veux obtenir la valeur. Donc, fait que ici, je vais tout simplement mettre mon index en paramètre. OK. Je vais commencer par la définir sur plusieurs lignes, puis ensuite, on va la mettre sur une ligne, parce qu'on va voir que ce n'est pas si dur. Donc, si ici, mon index est égal à 0, je retourne le premier élément de la liste. Parce qu'ici, je sais que l'élément 0 et l'élément 1 sont définis arbitrairement. Donc, je sais que le premier, c'est 0, le premier, c'est 1. Fait que si index est égal à 0, je retourne 0, qui est le premier élément de la suite de Fibonacci. If index égale à 1, return 1. Sinon, ben c'est là que j'applique la récursion. Fait que comment j'applique ça ici? Je dis que je ne sais pas si je vais être capable de copier ça de façon pas trop dégueulasse. OK, c'est parfait. Moi, je dis mon FI, c'est égal à mon... Donc, FI-1, le F étant suite de Fibonacci, là, on va dire que c'est ça. Donc, FI est égal à F de I-1 plus F de I-2. Donc, comment je pourrais écrire ça? C'est... Fait qu'au lieu de FI, ben, ici, je pourrais juste faire return. Donc, return F I-1 F I-2 plus F I-2. Ben là, au lieu de F ici, F, c'est notre fonction Fibonacci. Notre fonction, elle s'appelle getFibonacciNumber. Fait que c'est une fonction qui s'appelle elle-même. C'est ça la récursivité que vous avez vu un peu plus tard dans les notes. Je sais que je passe à travers comme plusieurs documents en même temps, mais c'est parce que j'essaye de comme bien mettre des affaires ensemble tout de suite. Ça va vous laisser le temps de mariner un peu pendant la semaine de relâche. Puis comme ça, quand on va arriver lundi, on va être pas trop perdu. Puis ça va faire que je ne vais pas introduire trop de nouvelles matières juste avant l'examen. Oui, il va y avoir du chapitre 7 dans l'examen, mais étant donné que vous n'aurez pas eu tous vos cours du chapitre 7 ou que vous allez être pas très avancé dedans, ils ne vont pas être difficiles. Genre, ce que je vous demande là, c'est plus difficile que ce qu'il va y avoir dans l'examen, je suis pas mal sûr. OK. Puis I, au lieu d'être I, ben c'est index, hein, parce que moi, je veux à mon IM élément. Fait que j'essaye avec ça. Puis là, ben, mon pass, il ne sert plus à rien. Probablement que ça passe pas. OK, ouais, ça passe. C'est juste que les autres font crasher. OK, donc là, si je passe 0, ça va me retourner 0. Si je passe 1, ça va me retourner 1. Si je passe 2, ça va me retourner le résultat de 2 moins 1. Donc, ça va appeler cette fonction-là. Cette fonction-là, donc, getFibonacciNumber 1, ça me retourne ça ici.
Donc, ça va me retourner 1. Fait que ça va donner 1. Puis, index moins 2, autrement dit, 2 moins 2, 0. Get Fibonacci number 0, ça me retourne 0. Donc, ça va me retourner 1 plus 0, donc 1. Fait que ma série, à date, là, les trois premiers éléments, c'est 0, 1, 1. Fait que si je regarde, en effet, les trois premiers éléments, fait qu'ici, dans mon petit test que j'ai fait là, je me suis bâti une liste avec les trois premiers éléments appelés à la main comme ça fait 0, 1, 1. Puis si je continue la suite après, donc je continue juste pour les 10 premiers éléments, ben ça me retourne 10, 1, 1. Vous voyez que c'est la suite de Fibonacci, vous pouvez le vérifier sur Internet. Maintenant, ça c'était facile, c'était juste la récursivité vraiment classique. Donc, c'est dans les exemples que vous voyez toujours sur Internet. D'ailleurs, la suite de Fibonacci, c'est pas juste en maths que les profs aiment ça s'en servir. En programmation aussi, on finit toujours par demander la suite de Fibonacci pour les fonctions récursives. Puis des fois, on va vous demander « mais maintenant, faites-le, mais de façon pas récursive, parce que la récursivité, c'est pas toujours bien. » On va revenir là-dessus plus tard, mais là, pour l'instant, on est purement récursif. Il y aurait moyen de prendre tout ça et de le mettre dans une ligne. Ici, je return 0 si index est égal à 0. Je return 1 si index est égal à 1, puis je return ça autrement, donc sinon. Ça ressemble pas mal à quand on fait, mettons, return ou quelque chose égal à 0 if index égale 0. On a déjà vu ça. Mais on a vu que tout ce qu'on pouvait faire, c'était if, tu sais, A, if, condition, else, B. Mais on ne peut pas faire des elif à l'intérieur d'une expression conditionnelle. Toutefois, ce qu'on peut faire, c'est imbriquer des if-else à l'intérieur de ça. Donc, si je fais, par exemple, là, je ne pense pas à ma fonction, je fais juste dire, je veux l'expression A si index est égal à 0. Sinon, si index est égal à 1, je veux l'expression B. Et sinon, je veux l'expression C. Ça aurait l'air de quelque chose comme if, mettons, i égale 0, return A. Elif i égale 1, return B. Else, return C. Mettons que j'ai cette forme-là. Ce que je peux dire, c'est plutôt, au lieu d'avoir un elif, ici, c'est l'équivalent de dire else. Puis ensuite, je rentre dans le else, if ça, comme ça. Fait que le elif, c'est l'équivalent de faire ça. Puis là, j'ai plus besoin de mon elif. Fait que je prends cette forme-là, je la mets sur une ligne, donc ça me donne if i est égal à 0, je retourne A. Sinon, je retourne tout ça qui est B if i est égal à 1, else C. Puis là, si je prends cette expression-là, ce modèle-là, et j'applique ce que j'essaie de faire réellement, donc je prends ce que j'ai ici, je veux retourner 0 si index est égal à 0, else, je veux retourner 1 si index est égal à 1, sinon je retourne toute cette chose-là. Puis ici, je peux commenter tout ça. Mais là, on voit que c'est un peu long. On va premièrement voir si ça marche, parce que j'ai peut-être fait une erreur. C'est beau, ça marche, je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe. Mais là, on voit que c'est pas super le fun à lire. Ça se tient debout. C'est pas une mauvaise pratique, mais là, c'est comme un peu dur à lire. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va briser les lignes de la même façon qu'on a fait la dernière fois avec des returns comme ça qui s'étiraient un petit peu trop longtemps. Puis une forme que j'aime bien utiliser, c'est ouvrir une parenthèse, faire mes affaires dedans, fermer la parenthèse, parce que ça me fait penser, parce que je suis programmeur de C++ puis un peu de Java là, dans la vie, fait que ça me fait penser à mes if qui ont une accolade ouvrante, des affaires dedans, puis une accolade fermante. Fait que moi, je trouve que ça, c'est beau, puis c'est le modèle qu'on utilise aussi pour bâtir nos listes quand on veut le briser sur plusieurs lignes. Fait que mettons qu'on fait ça.
on aurait, mettons, 0 if index égale 0, else 1 if une expression, else ça. Ça commence à être déjà pas mal plus facile à lire. Êtes-vous d'accord? Fait qu'on essaye avec ça. Puis étant donné qu'on l'a mis en parenthèse, ici les parenthèses sont nécessaires en passant. À cause qu'on l'a mis en parenthèse, le fait qu'on ait brisé les lignes, le compilateur, l'interpréteur va aller ignorer les espaces qu'il y a là, tandis que si on enlevait les parenthèses, il faudrait mettre des backslash à la fin des lignes, puis c'est pas beau. Ça me donne encore mon bon résultat. Fait que là, dans le fond, j'ai fait tout ça, tout ce que j'avais là, mais sur une seule ligne. Puis ça, c'est juste un exemple, c'est plus nécessaire. Fait que ça va. Ça, c'était un exemple typique là, de programmation. Ça, c'est ce qu'on appellerait plutôt de la programmation fonctionnelle. Quand chacune des fonctions a une seule ligne qui est juste un return, c'est typiquement ce qu'on appelle la programmation fonctionnelle. On va faire la même chose, mais maintenant, au lieu de retourner juste l'élément courant, c'est l'élément i, on va retourner la séquence au complet sous forme de liste. OK. Je vais commencer par le faire sur plusieurs lignes. Fait que je sais que ma séquence au complet, c'est... Je commence par 0 et 1. De la même façon que ici, je dois retourner 0, je dois retourner 1 dans les cas particuliers. Fait que ça va. Puis ensuite, je vais bâtir récursivement le reste. Fait que mettons, ici, encore là, je vais me prendre un argument qui va être la longueur que je veux, donc length. On va l'appeler length. C'est pas important le nom qu'on met ici. L'important, c'est après ça de s'en servir comme il faut. Fait que mettons, je veux bâtir récursivement le reste. Je pourrais mettre une condition genre if length est plus petite que 2, je retourne juste cette liste-là où je retourne juste le premier élément. Parce que mettons get Fibonacci sequence 1, je ne veux pas retourner 0, 1, je veux juste retourner 0. Fait qu'on pourrait faire, mettons, if length est égal à 1. On va ignorer le cas 0 parce qu'on s'en fout. Là. Return sequence 0. Mais je veux le retourner quand même sous forme de liste. Fait qu'on va faire, mettons, 0, 1. Donc, ça va me retourner juste l'élément 0. Elif length égale 2. Je retourne la séquence jusqu'à 2. Puis ensuite, je le fais de façon récursive. Comment je pourrais faire ça de façon récursive? C'est que je vais devoir utiliser cette fonction-là pour être capable de bâtir le reste de ma séquence. Fait que ce que je vais faire, c'est ici, je vais retourner cette fonction-là, donc le résultat de cette fonction-là. Fait que si j'ai un length qui est plus grand que 2, ça veut dire que j'ai besoin de bâtir des nouveaux éléments. Donc, je vais retourner ma séquence, je vais utiliser ma fonction. Puis là, j'essaye de comme mettre un length ici. Mais là, l'affaire, c'est que si je retourne ça de même, je mets rien d'autre, la fonction, elle ne sait pas magiquement que j'ai bâti la séquence. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de rajouter des éléments à la fin de ma séquence ici. Or, quand j'appelle la fonction, elle ne sait pas combien d'éléments que j'ai encore. Fait que quand j'appelle ma fonction et que je veux garder un état, je dois passer cet état-là en paramètre à la fonction. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer en paramètre là où je suis rendu, donc la séquence où je suis rendu, puis la longueur de la séquence. Je n'ai pas besoin de passer l'index d'où je suis rendu parce que la longueur de la séquence, ça me dit où je suis rendu. Fait que mettons que je passe ici ma séquence, telle qu'elle est en ce moment. Mais là, je vais aussi bâtir le prochain élément. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer la séquence plus le prochain élément que j'essaie de bâtir. Puis le prochain élément que j'essaie de bâtir, c'est l'élément moins 1 de ma séquence plus l'élément moins 2. Autrement dit, le dernier et l'avant-dernier. Je mets ça dans une liste de un élément. Ça va concaténer les deux avec l'addition. OK. Là, par contre, ça va juste continuer comme ça à l'infini. Il n'y a rien qui va me dire d'arrêter. Mettons que
je pars ça. Takes one positional. Ah ouais, ici. Donc, il faut que je rajoute la séquence. On va l'appeler sec ici. Puis là, plutôt que d'avoir directement dans la fonction cette séquence-là, puis d'avoir me ramasser avec deux fonctions, vous voyez qu'il faut comme penser à notre affaire. Ce que je vais faire, c'est que la séquence que je passe en paramètre, je vais lui donner comme valeur par défaut les valeurs initiales de la suite de Fibonacci. Donc, si j'appelle get Fibonacci sequence 10, ça va passer les valeurs initiales, puis ensuite, ça va les rajouter à mesure. Mais là, l'affaire, c'est qu'il ne sait pas vraiment où arrêter. Il va continuer à bâtir comme ça, mais il ne va pas s'arrêter. Fait que moi, ce que je veux ici, c'est rajouter une autre condition. Fait que, mettons, si la longueur de ma séquence que j'ai jusqu'à présent est plus petite que ma longueur, je veux continuer à bâtir des éléments. Puis sinon, je retourne la séquence telle qu'elle l'est. Fait que là, si je retourne, mettons que j'essaye de bâtir ça avec 4. Ce que ça va faire, c'est que ça va dire, OK, length n'est pas égal à 1, il n'est pas égal à 2. La longueur de ma séquence, qui est 2, parce que je l'ai construit par défaut ici, est plus petite que ma longueur. OK, j'ajoute un élément à la séquence. Fait que je passe encore la longueur, je reviens ici. Puis mettons, en fait, je peux tout simplement le débugger en espérant que ça ne crash pas. OK, c'est bon. Là, mon length est égal à 1. Excusez-moi, je vais faire un appel avec, mettons, 4. Ici. On va voir ce que ça fait avec 4. Fait qu'est-ce que ça fait? Ici, ma longueur est égale à 4, ma séquence est égale à 0,1 parce que c'est le paramètre par défaut que j'ai mis ici. Donc, implicitement, j'ai envoyé 0 et 1 comme deuxième paramètre. OK? Fait que nécessairement, ça ici, ça ne rentre pas là-dedans, ça ne rentre pas là-dedans. Ça rentre là-dedans. Donc, ça va me retourner get Fibonacci sequence en ajoutant le prochain élément. Fait qu'ici, ma longueur est toujours 4. Là, je suis au deuxième appel de la fonction, celui qui est imbriqué dans l'autre. Puis ma séquence, maintenant, est 0, 1, 1, qui est le troisième élément de la suite de Fibonacci. Fait que je continue. Encore là, je n'ai pas fini de bâtir ma suite. Fait que je refais ça encore. Je rappelle ici. J'ai encore longueur 4. Puis là, j'ai ma suite au complet. J'ai ma suite de 4. Fait qu'est-ce qui va arriver? C'est pas 1, j'ai pas 2. Il ne m'en reste pas à faire. Sinon, je retourne la séquence. Puis là, mettons que je regarde ma sortie ici. Comme ça. On voit que j'ai affiché mes 4 éléments. Fait que so far, so good. Ça, on a réussi à le faire, puis c'est défini de façon récursive. Mais j'ai comme moyen de faire ça dans une seule ligne. Fait qu'on va s'y prendre encore. Là, celui-là, il est peut-être un petit peu plus difficile. Il faut y penser un peu, parce que là, j'ai plusieurs niveaux qui sont imbriqués, mais vous allez voir, ça marche. Ici, là, je dis si la longueur est égale à 1, je retourne séquence de 0 à 1. Puis ici, je dis si longueur est égale à 2, je retourne séquence de 0 à 2. Autrement dit, je retourne la séquence de 0 à length, quand length est plus petit ou égal à 2. Fait que ici, je vais commencer par modifier ça pour que ce soit un petit peu plus efficace. Ben, pas efficace, mais plus court. Hein? Fait que maintenant, je fais ça, je l'exécute, ça marche encore. Puis maintenant, je mets ça de la même façon que j'ai fait ici. Fait que je vais faire return. Donc, je mets ça if. Fait que vous voyez que c'est toujours ce pattern-là que je fais. Je prends mon expression qui est dans le return ici, suivi du if qu'il y a avec, donc dans l'ordre là, de haut en bas, dans le cas où j'ai des elif qui s'enchaînent. Ensuite, je prends le deuxième truc que j'ai ici. Donc, ça, ce serait pour le bâtir récursivement. Je rajoute mon else.
Puis ensuite, je mets mon expression que j'ai ici. Puis cette expression-là, elle n'a pas de if associé, donc je n'ai pas besoin de mettre autre chose. Fait que c'est else, if else sequence. Je mets ça en commentaire. If. Ici, if, oui. J'ai oublié de mettre mon if. Et voilà, comme ça. Length. Fait que là, j'ai mon expression, ma condition, puis un else. Donc, ça en passant, c'est pas la façon conventionnelle. Il n'y a pas de standard qui dit comment briser nos lignes comme ça quand vous avez une expression conditionnelle qui est trop longue. Je trouve que d'avoir ce modèle-là où vous avez une expression, un if avec un else à la fin, une autre expression, un if, puis les enchaîner comme ça, c'est quand même assez clair. Fait qu'on va le faire de même. Je vous dis pas que c'est la seule bonne façon de l'écrire. Plus petit ou égal à 2. Plus petit ou égal à 2, vous avez bien raison. Ah! Non, parce que ici, j'ai-tu oublié de l'écrire? Ah ouais, j'ai oublié de l'écrire. Ouais, non, le but de l'exercice, c'était de ne pas réutiliser cette fonction-là. Pourquoi? Mais c'est une bonne question, ça m'amène à une chose que j'allais oublier de mentionner. Mettons qu'on fait cette solution-là, ça va marcher tout aussi bien. Le problème, c'est que pour chacun des éléments de ma suite, ouais, excusez, j'ai oublié de dire. Mais ce que ça va faire, c'est que pour chaque élément de ma suite, ça va appeler cette fonction-là qui doit bâtir toute la série qu'il y a avant. Fait que pour chaque élément de la série, je vais devoir rebâtir tous les nombres qu'il y avait avant. Tandis que moi, ce que je fais ici, c'est que je les bâtis à mesure puis je garde en mémoire mon ancienne séquence. Fait que c'est pour ça que ça, c'est la bonne solution. Ça ici, ça va faire que je vais mettons que je fais get Fibonacci number 10 fois. Je vais devoir bâtir au complet la série de Fibonacci jusqu'à i 10 fois, donc je vais me répéter. Mais ouais, comme je vous dis, j'ai manqué de temps un petit peu à matin, j'ai peut-être mal écrit l'énoncé. En fait, vous savez quoi, je vais aller tout de suite mettre ça dans le README avant de l'oublier pour que ça puisse vous aider à étudier. N'utilisez pas la fonction du numéro 1 pour générer les nombres. Et voilà. Bon point, Jacques. Fait que je vois qu'est-ce que ça donne. Ça me donne encore la bonne affaire. So far, so good. Fait que là, j'ai réussi à bâtir autant ma séquence au complet dans une liste que d'obtenir un seul numéro. Bon, maintenant, on s'entend que Get Fibonacci Number pourrait utiliser celle-là de façon efficace. Donc, je pourrais tout simplement faire return Get Fibonacci Sequence length. Donc, si mettons que je veux l'indice 1, ce serait index plus 1. Donc, je pourrais ici juste faire return get Fibonacci sequence index plus 1, puis je retourne le dernier élément de cette chose-là. Donc ça aussi, ça marcherait. Mais ça, c'est un petit peu moins efficace que ça parce que ça implique que je dois quand même garder en mémoire ma séquence au complet. Tandis que celle-là, les seules choses que j'ai besoin de garder en séquence, ici en mémoire, c'est l'index. Fait il y a cette façon-là prend un peu plus d'opération à cause que je dois quand même appeler la fonction 2 fois, puis ça fait que c'est récursif, mais 2 fois. Ou je dois prendre plus de mémoire en gardant la liste au complet en mémoire avant de le faire. Fait que ça dépend du système, ça dépend des contraintes qu'on veut. Mais pour le bien de l'exercice, on va les garder comme ça. Fait que c'est pas mal ça. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est là-dessus. Fait que j'avais pas tort quand je disais qu'on passerait clairement pas à travers tout ça. On va s'essayer avec le prochain.
Le prochain se fait en une ligne, encore là. On change de matière là, ici. Fait que là, on parlait des fonctions récursives. Celle-là, ce n'est pas une question de fonction récursive, c'est une question d'utilisation de lambda. Donc, moi, ce que je veux, c'est... J'ai un dictionnaire qui est passé en paramètres, qui est une association de quelque chose avec des nombres à points flottants, donc avec des nombres réels. Ici, on s'en fout que ce soit des nombres ou des strings. Là. La clé, ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est que ma valeur soit des nombres réels. Puis plutôt que de trier, tu sais, comme on avait fait la dernière fois, on avait trié, je crois, par ordre de valeur, ou on avait fait quelque chose dans ce style-là. Là, on va trier par ordre de valeur décimale des valeurs, donc partie décimale des valeurs. Fait qu'ici, 6942, c'est plus petit que 9000. 4269, c'est plus petit que 9000. 1337, c'est plus petit que tout le reste. Fait que si j'essaye de sorter, mettons, celui-là, tu sais, point 1, ça devrait me donner celui-là en premier, celui-là en deuxième, celui-là en troisième, celui-là en quatrième. Donc, 2, 4, 3, 1. Ça me donne 2, 4, 3, 1. Vous comprenez le principe. Il y a plein de moyens de le faire. En fait, même sans utiliser les notions de fonction qu'on a vues jusqu'à présent, on serait clairement capable de faire ça avec de la compréhension de liste. Moi, ce que je vous demande de le faire, comment je vous demande de le faire, c'est en utilisant une lambda et en utilisant la fonction sorted. Donc, on se rappelle Python sorted function. J'aurais peut-être pu l'écrire dans l'énoncé, mais je peux l'ajouter par la suite. Fonction sorted apprend une série de valeurs, là, une séquence. Le key puis reverse. Reverse, on s'en est servi la dernière fois. Hein, on avait mis reverse à true pour être capable d'avoir l'ordre inverse. Key, on s'en était pas servi. C'est quoi key? C'est, mettons que je veux faire un sorted. Comment le sort est fait en dessous? C'est que l'opération élémentaire qu'il utilise, c'est le plus petit que. Donc, ce qu'il fait, c'est que pour chacun des éléments, la seule opération qu'il a besoin d'être capable de faire pour trier, mettons, une liste de nombres, c'est qu'il va faire, est-ce qu'un élément est plus petit qu'un autre élément? C'est la seule opération qu'il fait. Puis ensuite, ben, il fait les swaps. Puis la clé qu'il utilise pour ça, donc, c'est qu'il prend l'élément lui-même. En utilisant le paramètre key dans sorted, ce que ça permet de faire, c'est... Mettons que, je ne sais pas s'il y a un... OK, il n'y a pas un exemple ici avec le key. Ce que ça vous permet de faire, c'est de donner une opération qui va lui dire comment aller faire son tri. Fait que mettons que moi, ce que je veux faire, c'est... je ne sais pas, moi, j'ai... Ici... Je vais faire un exemple rapidement avec sorted. Puis je ne vous laisserai pas vraiment de temps pour le faire. Là. Vous allez comprendre tout de suite comment ça marche. Mettons que j'ai des strings. Donc, j'ai une liste de strings. Donc, A, B, B. Mettons A, B, C. Si je fais... Mettons que je vais mettre B en dernier, là, juste pour le fun. Si je fais print sorted foo, ça me retourne en ordre alphabétique. Ben, en ordre alphanumérique, là, vous comprenez. Lexicographique, c'est ça le bon terme. Ça retourne en ordre lexicographique. Parce que A vient avant B, qui vient avant C. Fait que c'est pour ça que ça fait A, B, C. Mettons que ce que je veux faire, c'est de trier, mais plutôt que de trier avec les strings elles-mêmes, je veux trier en fonction de la longueur des strings. Ce que je peux dire, c'est print sorted. Puis là, ici, ma clé, je peux lui passer une lambda, ou mettons que je vais lui passer une fonction, juste pour faire un exemple facile. Mettons que je veux longueur. Longueur d'une string. Je ferai return leng s. Donc, ici, qu'est-ce que ça doit prendre comme objet? C'est une fonction ou un objet qui ressemble à une fonction qui prend en paramètre un argument qui doit être un élément de la liste qu'il y a là, de la séquence qu'il y a là. Donc ici,
chaque élément de me foo est une string, donc la fonction que je passe à key doit prendre en paramètre des strings et retourne quelque chose. Ici, j'ai décidé de retourner la longueur. Fait que je fais key égale longueur. Puis là, vous voyez que ça le retourne en ordre de longueur, donc la plus petite, la moyenne, la plus grande. Ou j'aurais pu tout simplement utiliser len directement, parce que len prend en paramètre une string et retourne sa longueur. Fait que si je fais key égale len, puis j'enlève ça ici, ça me retourne encore en ordre croissant de longueur. Fait que c'est ça key. Maintenant, mettons qu'on veut appliquer ça à notre ici à notre fonction. Ben ici, je vais prendre en paramètre un dictionnaire, donc on va l'appeler dictarg. Moi, ce que je veux, c'est return sorted. Qu'est-ce que j'avais dit? Je veux extraire la partie décimale. Fait que je vais commencer par me faire une fonction. Ici, on se rappelle qu'on peut faire des fonctions locales. Fait que mettons decimal part. Puis ici, c'est la partie décimale, mais vraiment en décimale. Fait que la partie décimale de 42.6942, c'est 0.6942 et non pas 6942. Fait que je fais juste enlever la partie entière. Mais comment je fais pour enlever une partie entière? On l'avait vu, je pense, genre au premier ou au deuxième cours. Je peux tout simplement faire n modulo 1 en réel. Donc, le modulo, ça retourne le reste de la division. Puis si je le fais en réel, le reste de la division par 1, c'est tout ce qu'il y a dans la décimale. Puis ici, je peux faire sorted, dict arg. Je vais commencer par faire ça facilement. Je vais juste y aller avec les valeurs, donc les values ici. Key égale decimal part. Fait que mettons que j'essaye ça. Ça me retourne 2.1, 4.2, 3.3, 1.4. Autrement dit, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Mettons que je veux prendre le dictionnaire au complet. Je veux garder l'association clé-valeur, mais je veux que maintenant il soit trié dans le dictionnaire en ordre de partie décimale des valeurs. Bien, je vais faire items ici. On se rappelle que quand je fais item, ça me retourne une séquence itérable où chaque élément est un tuple clé-valeur. Donc ici, decimal part, ce que je vais prendre en paramètre et non pas juste une valeur, mais un tuple. Fait que je vais l'appeler t ici. Puis ce que je veux, c'est aller chercher la valeur qui est le deuxième élément du tuple. Donc je fais t égale, donc t crochet 1. Là, je me retrouve avec une liste. Donc, sorted, comme ça, va me retrouver une liste parce que ça agit comme une liste de tuples. Je reconstruis un dictionnaire à partir de ça. Et maintenant, ça me donne mon dictionnaire qui est dans le bon ordre. Donc, on se rappelle que les dictionnaires sont ordonnés en ordre d'insertion. Fait qu'ici, ils ont été insérés dans le bon ordre. Au lieu de définir une fonction, je suis capable d'en faire une lambda. Donc, on se rappelle la syntaxe de lambda, c'est lambda, une liste de paramètres. Donc ici, mon paramètre, c'était t, une expression. Donc un lambda, c'est pas... Pour ceux qui ont déjà fait du C++, un lambda en C++, ça ressemble plus à une fermeture lexicale qu'une lambda en Python. Une lambda en Python, ce que je mets après le 2 points, ça peut être juste une expression. Autrement dit, c'est comme si je faisais une fonction qui a juste un return dedans. Mais je ne mets pas le mot-clé return. Fait que ici, je mets tout ce qu'il y a dans le return sans le mot-clé return. Donc, je mets ça de même. On essaye encore. Bien sûr, ici, ça marche encore. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais grossir un peu la... Je vais grossir ma console. OK, c'est bon. Fait que ouais, ça le retourne encore. Fait que là, ici, j'ai plus besoin d'une fonction. Fait que ça, c'était la solution pour cet exercice-là. Autrement dit, pour le faire en une seule ligne, le truc, c'était d'utiliser une lambda au lieu de juste définir une fonction locale. Les deux sont parfaitement valides là, comme solution. Quand vous n'avez vraiment pas grand-chose à faire, puis la fonction que vous allez créer pour vous en servir juste sur une ligne, c'est bien correct d'utiliser une lambda.
Si la fonction que je venais de créer, là, qui fait cette chose-là, est longue, elle a beaucoup d'opérations, ou j'ai besoin de la faire sur plusieurs lignes, parce qu'elle a besoin d'un état ou quelque chose, vous la définissez comme une fonction locale, puis vous en servez après, il n'y a pas de problème. C'est pas qu'une lambda, c'est meilleur qu'une fonction locale. Vous pouvez faire un ou l'autre du moment que vous prenez la solution qui est la plus lisible. Ultimement, c'est ça. Au niveau des performances, les deux sont pas mal pareils. So, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je sais que j'ai juste comme gonné au travers, puis je ne vous ai pas laissé de temps pour le faire, mais c'est parce que la solution était évidente une fois que je vous montrais le truc de key avec sorted. Là. Il y aurait moyen de le faire en compréhension de liste aussi. Là. C'est juste que je voulais vous montrer un exemple typique d'utilisation de lambda, c'est avec sorted puis avec key. Fait que je vais juste attendre 2-3 secondes pour voir s'il n'y a pas des questions, puis après ça, on va prendre une pause. Bon, je pense que ça a été bien compris. Là. Au pire, je pourrais revenir dessus tantôt. Fait que là, on va prendre une pause. Encore là, mettons 10 minutes. Fait qu'on va revenir à les 55. Et on va faire l'autre exercice qui est un rappel des deux premiers. Donc, encore là, nombre de Fibonacci, mais cette fois-ci sous forme de générateur au lieu de sous forme de nombre simple ou de liste. Donc, on se revoit dans 10 minutes. Ce que je vais faire, c'est je vais prendre un screenshot de ça pour le laisser devant vous. Donc, mettons ça. Comme ça. J'enregistre ça en quelque part. Et je rajoute ça comme une image ici. C'est pas beau être capable d'utiliser EBS pour donner un cours. C'est de la magie. Nope. Ça a l'air que ça ne s'est pas enregistré. Et voilà. OK. Je vais essayer de me faire un workflow un peu plus efficace pour ça. OK, de même. J'enlève ma caméra. Oopsies. OK, donc plutôt que de se revoir à 55, on va se revoir, mettons, à 6 heures pile. Tiens, 18 heures pile. Donc, à tout à l'heure et je mets de la musique.
All right. Bienvenue à tous. La pièce, c'était le concerto pour flûte et harpe, premier mouvement, donc qui s'appelle Jeu des couleurs. Concerto pour flûte et harpe de Marta Tazinska, qui est une compositrice polonaise, interprété par Amélie Brodeur à la flûte et Guylaine Edmond à la harpe. Donc c'est pour flûte et harpe. Et l'orchestre 21 dirigé par Paolo Bellemia. J'utilise beaucoup de la musique qu'on a faite ensemble parce que c'est à ça que j'ai accès. D'ailleurs, Amélie a une chaîne YouTube qui est active. Donc, vous pouvez aller lui donner de l'amour si vous voulez. Donc, Amélie Brodeur. Donc, elle a une chaîne YouTube. Oh! Hi, it's Emily. Today we're going to talk about how to get a clear... Damn! Elle a eu 100K. Fait que elle vient d'avoir sa petite plaque grise. On peut la féliciter pour sa petite plaque grise. Ben oui, shameless plug. Faut bien que je plug mes collègues, franchement. Fait que ouais. Mais tu sais, vous savez, moi, j'ai bientôt 100 followers sur Twitch, donc clairement que je suis tout aussi un influenceur. Là. Voyons donc. Je suis à veille d'avoir des deals avec des marques de vêtements. All right. Trêve de plaisanterie. Alright, numéro 4, c'est le dernier qu'on va faire. Après ça, on va arrêter. Je vais enregistrer une vidéo pour le 5 et 6. Je me doutais qu'on n'aurait pas le temps de se rendre là. Donc, Fibonacci Numbers. Ça, on va faire la même chose qu'on a fait dans le numéro 2, mais au lieu de générer la séquence sous forme de liste, on va la générer sous forme de générateur. Fait que tu sais, quand vous faites for e in range 10, ça ne génère pas une liste de nombres qui va de 0 jusqu'à 9. Ce que ça fait, c'est qu'à chaque itération, ça génère un nouveau nombre. Parce que clairement, que si je veux faire ça, là, exactement ce numéro-là comme ça, ici, j'ai juste besoin de plugger Get Fibonacci Sequence qu'on a fait au numéro 2. Ça va me générer une liste, puis ça va itérer dans la liste, puis ça va faire exactement le même résultat. Le problème, c'est que là, j'ai besoin de générer ma liste au complet. Si j'en génère 10, c'est pas si pire. Si j'ai besoin d'en générer, mettons, une couple de millions, ça peut être un problème d'avoir une liste d'une couple de millions d'éléments, dépendamment du système et dépendamment de l'envergure du projet. Alors que je n'ai pas besoin de générer la liste au complet. Ce que je peux faire, c'est tout simplement, à l'intérieur de ma liste, à l'aide d'un générateur, générer comme ça à mesure les nombres. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait que vous avez vu dans les notes de cours, ici, fait que ici, je pense que dans l'exercice.py, j'avais oublié de la déclarer avec un to-do, là, mais anyway, c'est la même forme que les autres. Là, vous mettez le nom de la fonction avec les arguments. Puis les arguments, ben, on l'a vu dans l'exemple, c'est clairement juste la longueur. Fait qu'on se rappelle comment fonctionnent les générateurs. En gros, plutôt que de faire un return puis la fonction arrête là, ce que ça fait, c'est que ça génère un truc, là, ça va construire un objet. On n'a pas besoin de comprendre comment il fonctionne en arrière. Puis à chaque itération de la boucle, donc si on veut à chaque fois que je fais un next dessus, ça va aller au prochain yield qu'il y a dans la fonction.
Fait que mettons que je fais le truc typique qui est juste, je fais la même chose que range. Ici, je génère de 0 à length. Mettons que je veux faire ça. Donc, mettons for e in range length yield e. Puis là, j'ai pas de return. Ma fonction, ben, elle pourrait en avoir un, là, mais c'est pas... un générateur, ça a juste des yields. Mettons que je fais ça. Fibonacci number, j'en ai un exemple ici, ouais. Fait qu'ici, je vais juste peut-être m'imprimer un petit header, là. Je vais commencer à mettre des labels un petit peu sur mes morceaux du main. OK. Fait que generators, ici, on a vu que ça l'a fait 0, 1, 2, 3, nanana, jusqu'à 9 parce que j'y ai demandé ici de l'imprimer jusqu'à 10. Comment ça fonctionne? C'est que quand j'appelle ma fonction qui est un générateur comme ça, ça va créer l'objet générateur. Puis à chaque itération, ce que ça fait, c'est que ça va faire un next dessus. Autrement dit, ça va agir comme si c'était itérable, hein, de la même façon qu'une liste. Un for quelque chose in quelque chose, ça veut dire qu'il faut que le quelque chose soit itérable. Ça va faire semblant que c'est une liste, mais plutôt que d'être une liste sur laquelle on itère, ça génère les éléments à mesure à chaque fois qu'on fait un next dessus. Fait que là, ce que ça fait, c'est que je crée l'objet, ça va créer ça va passer à travers ma fonction, fait que ça va faire comme si j'appelais la fonction, puis ça va arrêter quand il voit un premier yield. Fait que là, ici, ça va faire, OK, for int e in range, OK, là, ici, le i va être égal à 0, première itération, yield i. OK, c'est beau, je retourne i. Puis mon i, ben, il est égal à 0, fait qu'ici, ben, mon premier nombre va être égal à 0. Je passe à la prochaine itération. Ça reprend où le yield a été fait pour la dernière fois. Donc, si là, je venais de faire un yield i avec un i qui est égal à 0, mettons que je le fais encore plus simple. Excusez-moi, je pense que je fais les choses un peu trop vite. On va faire un générateur vraiment bête. Mettons, je laisse le length là, juste pour le fun, là, mais je m'en sers pas. Mettons que je fais yield 0, yield 2, yield 42. Mettons que je fais ça. Comment ça va fonctionner? Puis il me semble que si je mets un breakpoint, ça va marcher. Fait qu'ici, je suis rentré dans ma première itération. Ça l'a généré une fois. Fait que là, je suis juste avant de rentrer ici. Là, je suis au premier appel. Première boucle. Ça l'a arrêté à yield 0. Mettons que je fais yield, yield, yield. Là, ce que ça fait, c'est qu'à chaque itération, puis là, on peut le voir ici, comment ça l'a généré, c'est que ça arrête là où il y a un yield, ça donne le nombre, puis quand je retourne dans la boucle, donc quand je fais le next, ça va continuer jusqu'au prochain yield. Fait que ça, mon prochain yield, il était après, puis mon prochain yield, il était après, puis là, si je fais continue, ici, ça sort de ma fonction. Puis là, ben, le reste de mon programme plante, là, mais vous comprenez le principe. Fait que ici, ça fait juste générer 0,242. C'est ça que ça fait un yield. Donc, à chaque itération, ça reprend où le yield a été fait. Fait qu'on garde ça en tête. Si je veux faire ma suite de Fibonacci, ça risque de ressembler pas mal à ce qu'on a fait ici, mais là, ici, ça ne va pas être récursif. Right? Il y aurait plusieurs façons de le faire ici dans mon générateur, mais on va le faire normalement. Fait que mettons que j'ai ma longueur ici, je sais que je dois en yielder de cette longueur-là. Je sais que la première chose que je dois faire, c'est retourner l'élément 0 et l'élément 1 parce qu'ils sont hard-codés. Fait que j'aurais, mettons, un yield 0, un yield 1. Mais là, l'affaire, c'est que je veux ici retourner seulement le nombre qui est passé là. Fait que si je fais un yield 0, yield 1, je vais en retourner un trop si length est égal à 1, par exemple. Encore là, on va ignorer le cas qui est à 0, c'est pas important. Fait que mettons que je fais la même affaire que j'avais faite ici, là, ça va ressembler pas mal à ça. Bon, en tout cas, les premières lignes vont ressembler pas mal à ça.
Sauf que ici, au lieu d'être des returns, ça va être des yields. Donc, yield 0, yield 1. Pas index, mais length. Fait que si length est égal à 1 et length est égal à 2, donc non, je pourrais le faire comme ça. Ou, tu sais, dans le fond, ce que ça fait, c'est que si je rentre dans length égale 1, ça yield 0. Sinon, si length est égal à 2, je yield 0, je yield 1. On voit que je pourrais tout de suite les combiner ensemble. Là, le else ici, c'est faire tout le reste. Ici, on peut voir que tout simplement, si length plus petit ou égal à 1, yield 0. Si length plus petit ou égal à 2, yield 1, else, et voilà. Ça, c'est une façon de faire, mais c'est pas super clean. En fait, non, plutôt, excusez-moi, on va faire les choses en ordre. Et plus grand ou égal à 2, yield 1. If length plus grand que 2, je fais le reste. Non, parce que ça ne va pas être très générique. Là. Ici, il faut s'imaginer que ça pourrait être d'autres choses que 0 et 1. C'est parce que Fibonacci, ça tombe que c'est 0 et 1. Mais mettons que je pourrais le mettre dans une constante. Vous savez quoi? C'est une bonne idée, je vais le mettre dans une constante. Donc, init values ici. 0, 1. 0. Fait comme ça, si j'ai besoin de les changer, je peux juste les changer à une place au lieu d'avoir besoin de fouiller dans le code où je dois les changer. OK. Ensuite, si length est égal à 2, là, je vais devoir passer à travers mon nombre de Fibonacci. Fait que c'est quoi? Comment je génère mon nombre de Fibonacci? Je pourrais réutiliser les deux fonctions que j'ai faites là, mais ça ne me tente pas parce que, de un, celle-là, on a déjà dit qu'elle était trop inefficace à cause de la double récursion. Puis ça ne me tente pas de m'en servir parce que je veux faire l'exercice au complet. Puis ici, on a dit que on ne voulait pas générer la liste au complet, fait que ce n'est pas une bonne idée. Donc, on va les générer nous-mêmes. Fait que ici, ça va me prendre les deux derniers éléments, right? L'affaire, c'est que les deux derniers éléments, puis je sais que mes deux derniers éléments, c'est égal aux valeurs initiales, si je commence, je veux garder juste les deux derniers. Je n'ai pas besoin de garder tous les autres. Fait que ce que je vais faire, c'est quand j'en génère un nouveau, je vais le pousser dans la liste, puis celui qui était au début, autrement dit, celui qui est le troisième plus vieux, je vais l'enlever. Fait que je vais me retrouver avec une liste dans laquelle j'insère à la fin et j'enlève au début. Autrement dit, c'est pas mal comme une file. Hein? Puis comment on fait une file? Il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple, c'est d'utiliser double-ended queue, autrement dit DEC. Donc DEC, c'est quelque chose qui est aussi efficace pour l'insertion à la fin que l'insertion au début. Contrairement à une liste qui a une insertion au début qui n'est pas efficace. Fait qu'ici, je vais créer ma liste des deux derniers éléments comme étant un DEC à partir de 0 et 1. Puis ici, if length plus grand que 2, donc mettons for i in range. Puis là, je préfère, mettons, 2 à length, ou de 0 à length moins 2, là, ça revient au même. Mon nombre de Fibonacci à l'élément i, c'est quoi? C'est égal à l'avant-dernier élément. Donc, plutôt le dernier élément plus l'avant-dernier. OK, c'est quoi les propriétés de DEC? Rapidement, là, ça fait la même affaire qu'une liste. Fait qu'imaginez que c'est la même chose qu'une liste, mais pour laquelle l'insertion au début est aussi efficace que l'insertion à la fin. Parce qu'on se rappelle que si j'ai une liste, hein, mettons 1, 2, 3,
Je fais une petite parenthèse sur les decks. Si je veux insérer au début, ce qu'il faut faire, c'est prendre tous les éléments, les tasser de 1, faire un espace au début pour pouvoir insérer. Tandis que là, ça veut dire que faut que je copie tout ce que par la suite. Donc, j'ai besoin d'un nombre d'opérations qui est égal à la taille de la liste. Un deck, ça m'évite de faire... Après ça, ça se prononce deck et non pas DQ. Ne demandez pas pourquoi, mais c'est le même dans tous les langages. Le point étant que c'est comme une liste, mais pour laquelle on peut insérer au début de façon efficace. Voyez-le ça de même, il n'y a pas vraiment besoin de dire plus que ça. Non, ici, on n'utilise pas des listes. Ici, voyez-vous, j'ai construit un deck pour faire ma file. J'ai construit le deck à partir d'une liste. On peut construire un deck à partir d'une liste. Pourquoi on utilise des listes alors? C'est moins qu'on... J'ai dit que c'est aussi efficace qu'une liste, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Pour construire un deck, c'est une structure de données qui est un peu moins efficace parce qu'elle est un peu plus compliquée à cause que ça fait que la mémoire est répartie un peu partout, mais les listes sont juste plus simples à utiliser et en fait à gérer. C'est une structure de données qui est plus simple. Puis généralement, on essaye de toujours utiliser ce qui est le plus simple possible pour une tâche donnée. Donc, ma suite de Fibonacci, c'est le dernier élément plus l'avant-dernier. Autrement dit, le moins 1 plus le moins 2. Puis le moins 2 ici, ben, ça se retrouve à être l'élément 0, puis le moins 1 à être l'élément 1 parce que j'ai une liste de 2 éléments. Fait que ça, c'est mon nombre de Fibonacci. Donc, je vais l'ajouter à la fin de ma liste. Donc ici, ben, ma file finalement. Donc, lastelems.append, mon nombre de Fibonacci. Puis ensuite, lastelems. Puis là, si on regarde, c'est quoi les fonctions? On peut faire un pop. Un pop, ça pop à la fin, ça enlève le dernier élément. Puis un pop left, ça enlève le premier élément. De la même façon qu'on peut faire un append et un append left. Fait qu'ici, on va ajouter à la fin, puis on va retirer le début. Fait que le nouvel élément devrait devenir le dernier élément, puis l'avant-dernier. L'ancien dernier devrait devenir le premier. Vous comprenez le principe. Fait que je fais pop left. Autrement dit, j'ai inséré à la fin, j'ai effacé le début. Comme ça. Fait que là, j'ai mon nombre. J'ai updaté ma liste des 2 derniers éléments. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Produire le nombre. Comment on le fait? Avec un yield. Fait que là, je fais un yield du nombre que je veux retourner. FIBO_number comme ça. Est-ce que j'ai fait une niaiserie? Ça se pourrait. Ouais, ici, 0, ouais, moins 1 puis moins 2. Pas super pertinent, là, mais... Donc... generators... 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. OK, c'est beau. Fait qu'on a bien généré notre suite de Fibonacci. Il y aurait moyen de simplifier ça encore un petit peu, là, mais vous comprenez le concept. C'est-à-dire que là, ce qui arrive, c'est que quand je pars à ma première itération, mettons que je le fais là, avec mon 10, là, donc je veux en générer 10 éléments. Bon, ici, j'ai mes valeurs initiales, c'est bon. Ça va commencer par toujours yield le premier élément parce que ben, c'est sûr que je dois yield le premier élément de la liste. Ensuite, si j'en demandais au moins 2, ça va yielder le deuxième à la main, encore là, parce que je sais combien j'en ai. Ensuite, si j'en ai plus que ça, puis là, ici, mon lastLM, je pourrais le mettre dans le if. Je crée une file qui commence par les valeurs initiales. Donc, ça va être mes premiers 2 derniers, si on veut. Puis ensuite, pour chaque élément qui me reste à faire, je génère mon élément à partir des éléments qui sont dans cette liste-là, donc qui sont finalement les 2 derniers de la séquence. J'update ma séquence avec le nouveau que je viens de donner. Je fais mon yield. Quand je fais mon yield, ici, ça le retourne puis ça le met dans celui qu'il y a là. Donc là, ici, j'ai utilisé le même nom de variable, mais... Ah non, je n'ai pas utilisé le même nom de variable, fait que c'est correct.
Ça ne change rien, c'est juste que je sais que des fois, quand on utilise les mêmes noms de variables à plusieurs endroits, vous comprenez pas pourquoi il n'y a pas de lien entre eux, là, mais portée lexicale. Fait que anyway, là, quand je fais mon yield, ça va le mettre dans cette variable-là. Je fais ce que j'ai besoin de faire avec, si j'ai fait un print avec un espace. Je reviens ici, ça re-rentre dans la fonction, mais au dernier endroit où ça l'a laissé dans le yield. Fait que ça, j'avais fait un yield avec i qui est égal à 2 pour la première fois. Bien, ça va revenir, ça va continuer, donc ça revient ici. Ça fait un yield, un i qui est égal à 3, ça construit le prochain, ça fait mon append, mon pop, ça fait le yield, ainsi de suite, jusqu'à temps que j'aie fini cette boucle-là, puis que j'aie fini finalement ma fonction. Une fois que j'arrive à la fin de la fonction, après avoir fait un yield, fait que mettons que je suis rendu à mon dernier yield ici. Je reviens ici, mettons que mon i il était rendu au dernier qu'il avait besoin de faire, donc je vais sortir de mon for, ensuite je vais sortir de mon if, puis il n'y a plus rien à la fin de la fonction. Fait que quand j'arrive à la fin de la fonction, c'est là que mon générateur dit à la boucle « J'ai fini, tu as fait le dernier élément ». C'est un peu weird, les générateurs, mais en même temps, c'est important de les comprendre parce que c'est un truc assez fondamental en Python et ça devient fondamental dans d'autres langages aussi. Je sais que le nouveau standard de C++ me semble qu'il y a les générateurs dedans. Je pense pas qu'il utilise le mot-clé yield, je me rappelle plus, ou je pense qu'il s'appelle co-yield, il faudrait que je me rafraîchisse un peu. Mais le point étant que c'est quelque chose qui est assez fondamental dans les langages modernes. Puis c'est pas mal ça. Mettons que je veux clean up un peu là, ce qui est ici, là, parce que ça a l'air croche un peu. Mettons ça, je dis que c'est mes valeurs initiales. Plutôt que de faire un yield puis un yield, ce que je peux faire, c'est ici. Ici, le length plus grand ou égal à 2, il ne sert pas à grand-chose. Regardez ce qu'on va faire. Ici, je vais passer à travers ma liste. Fait que mettons que je fais for i in, mettons lm in init values yield lm. Ça va retourner, ça va yielder en fait. Donc, ça va générer tous les membres de tous les éléments qu'il y a dans init values. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais toujours en générer au moins 2. Moi, ce que je veux, c'est en générer le nombre que j'en ai de besoin. Là, il y aurait plusieurs façons de faire. Soit je dis enumerate init values. Donc, ce serait, mettons, i et lm. Puis, mettons, if i est plus grand ou égal à length, je break. Donc, autrement dit, j'arrête ma boucle là. Ça pourrait marcher. Puis ensuite, je fais mon yield. 2 points. Donc, ça pourrait marcher. Mettons que je fais un exemple ici où j'en demande juste 1. J'en ai généré 1. Puis si j'en demande 2, ça en génère 2. Fait que ça, c'est une façon de faire. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est un petit truc qu'on a vu la dernière fois. On se rappelle de zip. Hein, j'y reviens souvent. Si je zip init values avec range 0 à length, ça va prendre le plus petit de ces deux-là. Donc, si le plus petit, c'est celui-là, ça va prendre celui-là. Donc, ça ne va pas me retourner plus que 1, mettons que length était égal à 1. Puis, si celui-là est plus petit, ou en fait, celui-là est plus grand, mais ça va s'arrêter à celui-là. Fait que c'est comme, ça marche si on fait un zip aussi. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin du break. Personnellement, je pense que le break est peut-être pas pire, mais mettons qu'on veut cleaner ça un petit peu. Au lieu de mettre le range comme ça, on va mettre range min length len init values pour ne pas avoir besoin de générer la liste au complet. Ça marche aussi.
C'est comme vous voulez. On va garder ça simple, puis on va juste mettre enumerate i lm dans init values comme ça. De même. Fait que ça, c'est pas pire. Fait que si j'ai plus besoin de ça, j'ai mes valeurs initiales dans une belle liste. Fait comme ça, ici, si je change le nombre de valeurs initiales, j'ai pas besoin de changer le reste du code. Autre que ici, le plus grand ou égal à 2, ben maintenant, il ne sert plus vraiment à grand-chose, mais ici, au lieu de partir à 2, 2, en fait, c'est quoi? C'est la longueur de ma liste initiale. Donc, je vais faire length init values, comme ça, jusqu'à length. Puis si je fais ça, ben, j'ai plus vraiment besoin... ici, j'ai oublié une parenthèse. J'ai plus vraiment besoin de mon if qu'il y a là. C'est ici, de même. Parce que dans le fond, si mon lang init values est plus grand que length, ça va juste pas rentrer dans la boucle. Si je fais juste un petit exemple, là. Si je fais, mettons, for i in range 3, 2, print i, ça fait rien. Donc, ça rentre juste pas dans la boucle si celui-là est déjà plus grand que celui-là et que je ne mets pas un pas de moins 1. Fait que c'est pas mal ça. Je sais que c'est un peu verbeux, puis je sais que ça a l'air compliqué, mais je vous le dis, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez compris une bonne partie des générateurs, ou du moins comment vous en servir pour une bonne partie, ce qu'on va faire la prochaine fois, ben pas la prochaine fois, là, mais d'ici quelques jours, quand je vais uploader la vidéo, ce que je vous demande de faire là, si vous avez compris ça, vous avez compris bien des affaires. Parce que même moi, ça m'a pris un petit bout de temps avant de comprendre comment faire quelque chose de même. Parce que là, ça va mettre tout ensemble. Ça va mettre ensemble autant les fonctions en général, la fermeture lexicale, donc autrement dit, les fonctions qui ont un contexte, donc les fonctions locales qui ont un contexte qu'on retourne, et les générateurs. Parce que là, on a un générateur de générateurs. Je vais uploader la vidéo là-dessus. Ça va être probablement une vidéo de genre une demi-heure. Puis j'espère que ça va vous aider. Fait que, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? All right. Bon. Ben dans ce cas-là, on va s'arrêter là-dessus. Je ne vais pas updater tout de suite vos repos avec tout ça. Je vais les updater, tu sais, votre exercice version prof, je vais l'updater en même temps que je fais le reste, là. Donc, en même temps que je produis la vidéo pour celui-là. Donc, sur ce, bonne semaine de relâche, ou pour ce que ça vaut. Là. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose quand on est en confinement, là, du moins ceux qui sont à Montréal. Et on se revoit lundi après la semaine de relâche, où on va continuer les exercices sur les fonctions. Je vais essayer d'amener ça un peu plus vers de la résolution de problèmes. Puis bien sûr, après ça, on aura l'examen. Je ne pense pas que je vais faire comme une période de révision en soi, parce que honnêtement, ça nous ferait perdre un peu de temps. Là. Maintenant, on a de la matière à voir dans le chapitre 7. Par contre, je suis là pendant la semaine de relâche. Si vous avez besoin d'aide, plus que juste écrire une question courte sur Teams, on peut faire des réunions. Donc, mettez-vous, préférablement quelques personnes ensemble qui ont besoin de poser des questions. Choisissez une plage horaire avec moi. Puis comme ça, on peut se faire un petit meeting à comme 10 personnes sur Teams ou sur Discord
dans lequel je vais pouvoir interagir avec vous, puis on va pouvoir s'aider ensemble. Plutôt que de juste toujours écrire des code snippets sur Teams. Fait, comme je vous dis, contactez-moi, essayez de vous arranger pour être plusieurs, juste pour que ce soit plus efficace, parce que passer comme 1 heure avec un seul élève, ou me choisir une plage horaire pour un seul élève, des fois, c'est pas nécessairement ce qui est le plus efficace quand il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, mais arrangez-vous, on va essayer de faire quelque chose qui est efficace. Entre-temps, je vais aussi essayer de faire des exercices sur Moodle pour vous aider à étudier. Donc, merci d'avoir été là. Je sais qu'on a été moins nombreux cette fois-ci parce que je pense que vous avez peut-être des remises, vous autres aussi, ou même des examens. Je pense que vous aviez dit qu'il y avait un examen aujourd'hui, ou peut-être qu'il y en a qui en ont eu. Bonne chance avec le reste de vos examens. Les premiers examens à distance que vous aurez eus, c'est pas nécessairement le fun. Quoi que peut-être que vous en avez eu quand vous étiez au cégep, mais bref, je sais que c'est pas facile. Lâchez pas, il faut juste passer à travers cette année-là, puis on va l'avoir. Donc, bonne semaine de relâche et à lundi tout le monde.